Salut à tous, épisode 2 avec notre pro cycliste Fabian Cancellara. On a démarré sur la database 2003 avec donc un Fabian Cancellara qui avait donc 19 ans à ce moment-là. Merci beaucoup au travail fourni par Stylus pour que toute la communauté puisse en bénéficier. C'est une partie dans laquelle les objectifs sont forcément restreints, puisqu'on n'est pas en mesure d'aller postuler à quoi que ce soit au classement général ou meilleur grimpeur, etc. sur les grands tours. Par contre, tout le reste, ça nous concerne. Et tout le reste, c'est déjà pas mal, puisqu'on peut postuler pour des monuments, des classiques, et évidemment qu'on va s'empresser de développer notre pro cycliste sur tout ce qui est contre la montre, puisque c'était le premier axe que j'avais choisi, évidemment, et premier axe donc le contre-la-montre, deuxième axe classique du Nord, tout en évidemment privilégiant assez souvent un entraînement baroudeur, mais pas que, hein. Vous allez voir que je fais pas que ça. Au début il avait vraiment des notes qui donnaient envie de pleurer, limite, hein. Puis on est assez rapidement passé au niveau 2, hein. On arrive très rapidement au niveau 2 en pro cycliste. Et puis on a commencé à progresser pour au final passer quelques niveaux. Et c'est la suite que je vous propose dans cet épisode. On avait donc fait des choix, voilà, vous voyez, assez souvent de baroudeur. Les notes commencent à être un petit peu plus intéressantes. Il y a des points de compétences à investir. Notamment, il y en a une que je vise un petit peu plus loin, c'est la compétence niveau 2 de technique, celle qui permet de rouler comme un malade et d'être même pas repris. On avait aussi été se frotter au contre-la-montre championnat de Suisse, mais bon, c'était pas encore ça, on avait fait, je crois, 4ème, quelque chose du genre. Voilà, on voit qu'il faut encore un peu progresser. Voilà, on continue. L'année s'était poursuivie jusqu'au mois d'août. Je vous avais plus ou moins laissé là-dessus, où on avait accompli un petit exploit en allant s'imposer, regardez, dans des circonstances assez surprenantes, puisqu'à la fin on était donné pour battu par les 3 qui nous avaient dépassés. Puis au final au sprint on arrache, mais c'est pas tellement au sprint qu'on arrache la victoire, c'est surtout parce qu'il restait de la barre aux coureurs et pas aux autres. Voilà, donc on a profité de ça pour progresser, tout va bien. Et puis voilà, après ce Drunkenverse Overrise, on était sur une question de contrat où je vous avais dit que ça me stressait un petit peu parce que je ne voyais rien venir. Alors certains m'ont rassuré dans les commentaires, ne t'inquiète pas, au pire tu re-signes avec l'équipe dans laquelle tu es, en l'occurrence Phonak, cette équipe suisse qui n'a existé que pendant 6 ou 7 saisons au début des années 2000. Et voilà, donc on se passe les blagues les blagues sur le vélo électrique, hein. Y a une excellente vidéo sur le sujet avec Jackie Durand notamment, qui explique quelque chose sur des parcours flandriens. Vous la trouverez facilement, c'est une vidéo juste excellente qui explique pas mal de choses par rapport aux doutes, aux suspicions qu'on peut avoir. J'espère que vous l'avez tous vue un jour parce qu'elle est assez intéressante. Voilà, ça ne prouve là encore pas qu'il y ait dopage mécanique ou qu'il n'y ait pas, mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a plus que des choses bizarres. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant à jouer, parce que au final, un mec qui change de vélo, ouais, peut changer de vélo dans la course, ça arrive, hein, ça arrive. Les plus grands changent de vélo à certains moments, on comprend pas toujours pourquoi, hein, mais bon, voilà. On va pas s'étendre trop là-dessus. J'avais investi mes petits points là de progression, et puis j'avais envie d'aller tester tout ça sur la classique d'Isberg. Mais voilà,
Euh, on ne peut strictement rien espérer au sprint avec notre coureur. Voilà, c'est juste, faut juste le savoir. Et donc, soit on arrive à s'échapper, soit on regarde les autres se disputer la victoire. Hein. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Parce que ce coureur-là, c'est pas un coureur qui va vite au sens d'une arrivée d'un petit groupe même. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous avez entreaperçu la note de sprint et la note d'accélération. Les deux sont à pleurer. Après, il y a une certaine logique. Un spécialiste. Par contre, pour se faufiler, on est balèze. Hein, regardez. Pam, pam, pam. Vas-y que je te faufile. Ça, c'est assez énorme. La compétence de faufilement, elle est assez énorme. Je m'amusais à tester un petit peu là sur cette course-là les deux petites compétences glanées, donc le faufilement et puis la capacité aussi à rouler en position aérodynamique. Hein. C'est vrai que c'est assez amusant. Donc là, on est sur un parcours qui me fait plaisir parce que je me dis, ce petit secteur pavé, c'est même dommage qu'il n'y ait pas plus de pavés. Hein. On peut peut-être tenter quelque chose. Je l'ai fait hein, vraiment en pure fantaisie, hein, de tenter quelque chose. On va se faire reprendre. On va se faire reprendre à la flamme rouge. Hein. Donc, au final, ce que je me suis dit sur ce coup-là, c'est que de deux choses l'une, soit l'attaque a été portée trop tôt, soit elle n'a pas été portée trop tôt, mais elle aurait de toute façon avorté parce que derrière ça roule. Puis il y a des gens qui sont des gros spécialistes, il y a des équipes qui roulent derrière nous, donc à partir de là, non, c'est délicat. Hein. C'est délicat de s'échapper en mode extrême, même en pro cycliste visiblement. C'est délicat de s'échapper et de tenir le coup face à un peloton. Un peu comme dans la réalité, on va dire, hein, puisque des mecs qui partent en solo et qui s'échappent, c'est quand même pas monnaie courante. Dernière course de l'année pour le pro cycliste, c'est le Herald Sun Tour. Et là, c'est vrai que sur ce petit prologue, j'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir parce que, oui, c'est un peu la seule force qu'on a hein, pour le moment, c'est la capacité à pouvoir performer sur prologue. Et ouais, mais le plateau, il est très très relevé. Très bon plateau de coureurs là sur cette Herald Sun Race. Ce qui fait que même sur un prologue, on est loin d'être bien positionné. Vous voyez, 7ème au moment où on franchit la ligne, mais derrière ça va reculer. Il y a Vladimir Karpet, on se souvient de lui notamment, qui était bien plus fort. On fait même pas top 10 en fait. On fait même pas top 10 là-dessus, du coup on gagne pas grand chose. Donc j'espère quand même là, avant la fin de la saison, accéder au niveau 6, parce que ce niveau 6 permettrait quand même d'accéder à certaines courses l'année qui suit. C'est vraiment mon objectif, c'est pouvoir en 2004 accéder aux courses qui sont réservées au niveau 6 et au-dessus, et donc on n'a pas grand chose à faire sur cette Haralson Race. Ok, j'aurais pu échapper, j'aurais gagné 10 points, enfin c'est franchement pas grand chose pour dire que le temps consacré, pour moi c'est la perte de temps, s'il y a juste 10 points. J'ai envie de plus d'essayer de frapper fort à des moments. Mais vous allez voir qu'après en 2004, hein, donc la saison suivante, 2004, je vais plus jouer de course en fait, parce que j'ai envie de... Voilà, le Tour de Lombardie là, emporté par Savoldelli. J'ai envie de pouvoir quand même glaner des points parce que je veux franchir des niveaux et j'ai pas envie non plus de stagner. Je veux que le cycliste progresse. Ouf, on est enfin arrivé à accéder au niveau 6. Donc là, il y a un choix au niveau des caractéristiques qui va se faire et le choix, je vais choisir en fait ce qui rapporte le plus dans beaucoup de domaines. Parce qu'en fait, le cycliste, là, le pro cycliste, il a vraiment besoin de développer ses notes physiques, notamment. En fait, il a besoin de progresser partout. Donc, la question qu'on peut se poser après, c'est
qu'est-ce qu'on peut privilégier parce qu'on est obligé de faire des choix dans l'immédiat. Et bah, ce que je me suis dit, moi, c'est que j'avais envie. Bon, là, je mets un point en entraînement pour peut-être un petit peu mieux résister à la charge de travail. Ouais, voilà, bon, on fait apparaître quelques petites notes vertes. On a fait un peu monter le reste, mais on reste encore minable en notes de montagne. On reste encore vraiment mauvais en sprint et en, en, en accélération, pardon, ainsi qu'en récupération. Et comme je vise quelques courses à étapes en début de saison qui suit, bah, c'est un peu problématique. Donc il faudra aussi essayer de faire monter la note de récup. Même si elle monte qu'à 65, mais au moins ne pas être en dessous de 60, quoi. Parce que c'est quand même assez pénalisant. pénalisant. Et donc je fais mon petit marché, je choisis des courses. Euh, En essayant de viser une période, là, ça va être celle qui englobe l'étoile de Bessèges, la Ruta del Sol et ensuite le Tour de Valence. On va viser un premier pic de forme autour de cette période-là, parce qu'il y a un prologue dans chacune de ces courses à étapes. Donc ça peut être une opportunité d'aller glaner des points, surtout je vais jouer aussi les étapes, en me disant il y a peut-être une petite mission à remplir par rapport à ce que veut le directeur sportif. S'il demande de s'échapper, eh bien on le fera, etc. Bon, ça me passionne pas, mais bien obligé d'en passer par là. Donc voilà, j'ai validé les modifications de calendrier. Je mets un objectif à l'étoile de Bessèges ainsi qu'au CLM de Suisse, parce que cette fois-ci je pense on va peut-être faire mieux que l'année précédente. Et pour le troisième pic, j'ai pas encore décidé. Donc je vais laisser un truc comme ça, mais j'ai pas encore décidé ce que je vais mettre en troisième pic, parce que j'ai pas réellement trouvé chaussure à mon pied. Donc après, modif de la courbe de prépa et de forme, ça c'est facile. C'est facile puisque ça ressemble énormément à ce qu'on fait en mode carrière. Je reste sur une base de 3 semaines à 100% pour une semaine à 0%, tout en ayant au milieu de tout ça des toutes petites modifs qui apparaissent, notamment à partir du moment où on rajoute une course sur une semaine à 0%. Et là, je me fixe un petit défi. Il faut arriver à passer au niveau 7 avant la fin du mois de février. Alors là, j'ai dit une grosse bêtise. Ce n'est absolument pas l'ancêtre des Strade Bianche. On parle là donc le Grand Premio Costa degli Etruschi. C'est pas du tout l'ancêtre des Strade Bianche. En fait, les Strade Bianche n'existent pas dans la partie. Et non, là, il s'agit là d'une course qui a été courue 22 fois depuis 1996, avec un record pour Alessandro Petacchi, le sprinter italien qu'on a tous en mémoire, notamment pour son exploit intersidéral de l'année 2003 où il avait remporté des étapes, et pas qu'une seule, hein, des étapes sur chacun des 3 grands tours cette année-là, Petacchi. Il était survolté. Donc sur cette course, on voit il y a beaucoup d'adversité. Il y a Eric Zabel, il y a Mario Cipollini, il y a comme ça vraiment des coureurs qui sont ultra favoris. On voit bien que c'est une course qui est destinée à terminer au sprint, hein, assez clairement. Et c'est vrai qu'à partir de là, je vais tenter quelque chose, mais un petit peu, vous savez, à l'image de ce que je disais précédemment, j'étais un peu marqué par mon attaque qui était un petit peu trop tôt, probablement sur Binge Chimay là. Et du coup, je me suis dit, allez, placeuse-en une, mais moins tôt que ça. Mais en fait, on se fait reprendre. Et par contre, quand même, il y en a un qui va réussir son coup. Comme par hasard, c'est Quickstep. Hein, donc, c'est pas De Koenig Quickstep, évidemment, à l'époque, mais c'est déjà Quickstep, c'est la même équipe. Hein. Et regardez, il va tenir bon face au retour de de Cipollini. Donc voilà, chapeau.
Nous, on a un gain qui, en gros, on n'aurait pas couru, ça aurait été pareil. Et puis, direction, enfin, quelque chose qu'on peut convoiter, c'est l'étoile de Bessèges. Alors, l'étoile de Bessèges, c'est un peu délicat parce que le prologue qui pourrait nous intéresser, j'ai bien dit qu'il pourrait, il est à l'étape 5. Et surtout, on m'a donné un objectif qui est de terminer dans le top 10 à la fin de l'étoile de Bessèges. Oui, mais voilà, les 4 premières étapes, alors on voit ici Thor Hushoft qui s'est fait surclasser par Van Dijk, avec aussi un Danilo Hondo qui est présent, un sprinter allemand, Danilo Hondo, de la Télécom. Ok, donc l'objectif c'est top 10 au général, ce qui veut dire que comme les 4 premières étapes elles sont pas du tout favorables à ce qu'on se signale, bah on est amené à, au final à tout miser sur le petit prologue final d'une dizaine de kilomètres pour intégrer le top 10. Donc en gros on peut gagner quasiment aucun point en attendant. Donc c'est un petit peu ingrat. Surtout que le parcours il est difficile, hein. Il est difficile par rapport aux notes physiques du coureur Cancellara à ce moment-là. Ici par exemple on voit une arrivée en boss, c'est pas du tout pour nous. Arriver en boss, c'est la pire chose qui puisse nous arriver à ce stade-là. J'espère qu'à un moment donné il sera suffisamment développé pour qu'on puisse aussi négocier ces arrivées-là, mais pour l'heure c'est horrible. Tout ce à quoi je m'attache, c'est rester dans la roue en fait, pour concéder le moins de temps possible, parce que bah oui, on voit bien, il y a des bonifications, il y a des gens qui prennent comme ça, il y a des petites cassures. C'est un truc intéressant que j'ai remarqué dans cette partie pro cycliste sur la database 2003, c'est que au final, il y a souvent des petites cassures qui sont comptabilisées aux arrivées, alors qu'on avait l'habitude dans Pro Cycling Manager en mode carrière que bien souvent ça ne soit pas comptabilisé. Vous savez, toujours la vieille rengaine du même temps, alors que vous avez réussi à faire une mini cassure. Bah là en fait les cassures elles sont comptabilisées. Alors juste sur l'étape d'avant c'est logique parce que c'était une arrivée en côte et ça favorise le fait que l'écart soit pris en compte, hein. Mais même à des endroits à plat, je trouvais qu'il y avait un petit truc un peu désagréable, c'est que vous savez les sprinters, regardez voilà, à l'image de ce qu'on voit là, les sprinters à 1 km de l'arrivée ils partent, il y a un groupe de sprinters en fait qui part, et puis là c'est par exemple encore une fois Danilo Hondo qui va s'imposer, hein, il a le maillot de leader, il s'impose tout de même, mais en fait ces scénarios d'arrivée là, bah, il crée aussi un écart. C'est-à-dire que vous voyez, une petite dizaine de secondes là, par-ci, par-là. Ouais, je trouve ça assez dommage. Parce que quand il y a comme ça un sprint peloton ou un sprint d'un groupe, il est quand même pas rare que tout le monde soit crédité du même temps. Et là, bah, ça n'est pas le cas, quoi. Ça n'est pas le cas, du coup, bah, au général, ça nous facilite pas trop la tâche. Après, j'ai veillé, et c'était déjà un objectif en soi, à rester tout le temps bien vigilant, pas se prendre de cassure. On avait parfois la chance d'avoir un protecteur. Donc j'en ai profité dès lors qu'on me le mettait à disposition. J'en ai profité, voilà. Vous le voyez, c'est Cyril Dessel. On se souvient de Cyril Dessel, c'est un coureur français qui s'est signalé. Et donc là, c'était notre protecteur sur cette étoile de Bessèges. Voilà, cette fois-ci encore une fois un vainqueur différent. Voilà, c'est Metlushenko, le sprinter ukrainien de la Cofidis. Là, il est chez Cofidis, voilà. Et donc, bon, allez, on arrive enfin au moment qui va être intéressant, puisqu'on va enfin avoir quelque chose à proposer. C'est ce fameux prologue. Alors pourquoi est-ce qu'il y a quand même des doutes? Parce que quand on le regarde, ce prologue, en plus on nous demande top 10 à l'étape et top 10 au général. Je dirais si on fait top 10 au classement de l'étape, le top 10 au général il est quasiment dans la poche. Donc voilà, petit bonus forme du jour plutôt sympathique,
plutôt sympa, mais il faut gérer l'effort. Pourquoi? Parce que l'arrivée, les derniers kilomètres, là, ils sont vraiment... C'est une côte, hein. C'est une côte avec du pourcentage. Et ça, c'est pas encore très bon pour Fabian Cancellara 2004. Hein. C'est pas encore le cas. Après, un jour, j'espère que ça le deviendra. En tout cas, je ferai tout pour essayer de pouvoir gagner ces CLM là, mais ce sera délicat quand même, hein, parce que quand il y a des pourcentages, tout pareil, le jeu, lui, il regarde la note en montagne, il regarde aussi la note en vallon, il regarde pas que les notes de CLM ou de prologue, résistance, etc. Donc j'ai économisé pas mal de barres pour pouvoir la dépenser sur la toute fin pour essayer de performer quand même malgré voilà, le profil qui est quand même pas réellement à notre avantage. Donc voilà, allez, on croise les doigts pour accrocher un top 10, ce serait sympa. Alors, top 10 très temporaire par rapport à l'étape, puisqu'on se fait passer devant. On finit que 13ème de cette étape-là. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on est top 10 au général, avec une petite cerise sur le gâteau, en l'occurrence. C'est quoi? C'est un maillot blanc. Voilà. Un petit maillot blanc sur cette étoile de Bessèges. Bah, écoutez, c'est toujours ça de prix. On va comme ça récupérer un peu des points. Et le projet d'accéder au niveau 7 avant la fin février est encore réalisable. Il faut encore maintenant se rendre du côté de la Ruta del Sol. Ruta del Sol qui comporte un prologue qui est lui par contre tout à fait à notre avantage. Même si le reste n'est pas vraiment taillé pour ce profil de coureur. Alors on nous demande de nous échapper. Ça encore, c'est faisable. C'est même faisable et facile de s'échapper. On a quelques compagnons, voilà, pour rouler un certain temps. On va aller valider les 100% de ce qui a été demandé. Ok, ça c'est juste pour essayer d'aller glaner quelques points. Puis après, je vais m'amuser à regarder à rouler, mais voilà, on ne résiste pas au retour du peloton. En tout cas, pas cette fois-là, clairement. Hein, et il faudra attendre d'autres fois. Voilà, on va terminer dans l'anonymat le plus complet. Peu importe parce que l'essentiel, c'est ce qui peut se passer le lendemain. Alors on y va, voilà, on a glané un petit peu de confiance aussi du manager. Très bien. Allez, un petit prologue de 8 km. C'est taillé pour nous. Et puis l'objectif, il est pas modeste. Hein. Quand on nous demande de gagner, je me dis waouh, je m'attendais à, je sais pas moi, un top 5, quelque chose comme ça au niveau de l'objectif. Donc bon, très bien. On va essayer d'être à la hauteur du truc. On a une bonne forme du jour, donc à la limite c'est faisable. Et surtout s'appliquer à essayer de finir à toute blinde après avoir fait un premier intermédiaire plutôt correct. Hein. Plutôt correct. En tout cas, on est dans les temps pour éventuellement s'imposer. Et là, voilà, on termine très très fort. C'est parfait. Et on prend la première place. Bon. Mais sauf qu'il y a encore 10 000. On vient de voir Sylvain Chavanel. Il y a encore beaucoup de coureurs très respectables qui vont passer. Je vais me stresser de malade. Et non, ça va passer. Ça va passer. On a donc notre Cancellara qui est le vainqueur d'étape plus top 5 au général à la bord d'une étape. Puis là, la séquence qui suit, elle est pas évidente. Elle est pas évidente du tout. On nous demande là encore de nous échapper. Hein. Je me dis, tiens, c'est marrant. Top 5 au classement général, on nous demande de nous échapper. Ouais, ça passe. Ça passe. Bon, il y a Igor González de Galeano notamment dans l'échappée. Une vieille connaissance. Bah en fait, échappée possible. C'est normal en fait. L'IA analyse le profil du coureur. Surtout, il y a sa notoriété aussi qui est pas terrible. Et une fois que j'ai rentré, et donc elle laisse s'échapper assez facilement. Là, j'ai voulu m'amuser un peu avec, vous savez, ce niveau 2 de technique là.
en course. Alors c'est vrai que ça fait des ravages. Hein. On a même là réussi à distancer Faracine, qui est un bon rouleur en fait de cette époque-là. C'était un coureur très très honnête. Et en fait, on a flingué tout le monde rien que sur cette accélération sur le replat. Faux plat montant en fait, faut le dire. Donc plutôt de très très bon augure là cette dernière séquence. Après évidemment on n'est pas invité quand il y a Daniel Di Luca qui va comme ça puncher sur cette dernière difficulté pour essayer d'aller conclure en solitaire. On a tout le monde en plus, tous les meilleurs sont là. Il y a Roberto Heras qui est grand favori de cette course. On a là encore voilà un plateau, je vous laisse voir les noms. Donc Di Luca s'impose. Oui, à noter le bon comportement de Stuart O'Grady. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Là, on a quand même réussi à gagner un certain nombre de points, encore une fois. Et on aborde une étape 4. Voilà, je vous parlais d'une séquence qui était vraiment pas à notre avantage sur le final de cette Ruta del Sol. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Donc, c'est pas grave, je joue quand même. La situation en plus, c'est sympa parce qu'on nous demande en gros, d'emmener le peloton. Pour la faire courte, d'emmener le peloton sur un certain nombre de kilomètres. Donc l'objectif, on va le remplir en plusieurs séquences. On va même le remplir plus que ce qui était demandé, 25 km. Et par contre, évidemment, sur la toute fin, je lâche rien à faire. De toute façon, on n'est absolument pas là pour lutter sur ce terrain-là. Donc j'ai baissé l'effort du coureur. Voilà, on s'en fiche, on se prend une douzaine de minutes dans la tête, mais c'est pas grave, il va falloir s'habituer à se prendre des éclats comme ça, dès lors qu'on sera sur des arrivées pour des purs grimpeurs. On a vu Roberto Heras qui s'est imposé là sur cette étape 4, et étape 5, on nous demande cette fois-ci d'essayer de glaner des points pour le classement du meilleur grimpeur. On nous demande également d'être présent à l'avant au moins la moitié du temps sur les 130 derniers kilomètres. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis échappé, ensuite j'ai attendu les poursuivants, comme ça on a glané quelques points sur le premier grimpeur, et là une place de troisième sur le troisième grimpeur du jour. Le maillot à poids, on va pas aller le chercher, hein. Faut être un peu réaliste. Par contre, gratter des points, on peut le faire. Et dans cette difficulté finale, j'avais économisé pas mal de barres. C'est marrant, hein, Gilberto Simoni, Heras qui craque. On va terminer devant eux. C'est quand même pas banal de voir ça. Top 20 hein, sur cette étape-là pour le jeune Fabian. Bon, écoutez, on prend, tant mieux. Après, la petite addition peut être sympathique. Il va falloir regarder un petit peu ce qu'on nous offre au final comme bonus. Pas énorme non plus, mais le niveau 7 est clairement en vue, hein, donc ça fait quand même plaisir. Voilà, la suite de ces petites aventures du pro cycliste, le jeune Fabian Cancellara, qui a 20 ans là à ce stade. On est en 2004, avec quelques franchissements de niveau, je l'espère. Je vous dis à très bientôt, bye bye.